Dans la presse, avec Julien Cheïda ce matin. Bonjour Julien. Bonjour Damien. Avec tout d'abord ce retour sur l'annonce de cette nuit, cette victoire très nette de Zoran Mamdani, prochain maire de New York, une élection très attendue, très commentée, donc par la presse américaine ce matin. Effectivement, et vous vous doutez bien Damien qu'il y a et les pour et les contre. On va d'abord commencer par les pour avec le New Yorker ici qui parle de l'ère Mamdani qui commencera donc le 1er janvier. Il est peut-être trop jeune, trop inexpérimenté et surtout trop à gauche, ça c'est pour ses opposants, mais c'est bien lui que voulaient les New-Yorkais, salue le magazine américain. Même son de cloche du côté de NPR, de la radio publique américaine, qui salue une victoire historique pour les progressistes et les démocrates évidemment, qui étaient, je cite, mal embarqués, atones surtout depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ça, c'était pour les pour. Je vous parlais des contre à l'instant. Et bien voici un exemple avec le très conservateur New York Post. On your marks, get set, go. Vous comprendrez bien la référence ici aux communistes. Le communiste Zoran Mamdani décrié, dépeint par Donald Trump. Cette victoire horrifie le journal conservateur. Zoran Mamdani est plutôt de l'aile gauche, du côté de l'aile gauche du Parti démocrate. Lui-même se définit comme un socialiste. Le magazine Politico lui revient sur ces victoires dont vous parlez à l'instant, multiples victoires démocrates à New York, mais aussi pour les États de Virginie et du New Jersey. Donc ça, c'était pour l'élection des gouverneurs. Et aussi du côté du Guardian, à lire aussi du côté du Guardian, cet engagement de Zoran Mamdani, engagement qui effraierait n'importe quel homme politique, dit The Guardian, à faire de New York une ville abordable, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas gagné, rappelle le magazine britannique. Et puis de France, regardez ce que dit ici le magazine L'Humanité. Est-ce que cette campagne de Zoran Mamdani est une leçon à prendre pour la gauche française ? Comprenez la France insoumise qui a envoyé aussi bien des militants mais aussi des élus observer cette campagne éclair pour comprendre ce succès de ce jeune inconnu, de ce jeune élu qui était encore inconnu en début d'année. Est-ce que le modèle Mamdani, le modèle new-yorkais est transposable dans l'Hexagone ? C'est toute la question. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce sujet. On le disait en titre également, Julien, Cécile Kohler et Jacques Paris vont enfin être libérés après plus de 3 ans passés en détention en Iran. Soulagement évidemment pour leur famille et il faut le dire, soulagement aussi pour une grande partie de la presse. Effectivement, il vous l'avez dit, c'est ce mot « enfin » qui revient à la une de la presse. Regardez ici, c'est à la une du Télégramme, enfin libre, mais aussi à la une de l'Alsace, du quotidien L'Alsace, d'où est originaire Cécile Kohler. Cécile et Jacques sont enfin libérés. Le journal Le Parisien lui revient et bien sûr les heures qui ont précédé l'annonce faite à la fois par l'Élysée et par le Quai d'Orsay, c'était hier soir. Ces 2 derniers avaient été avertis en début d'après-midi par Téhéran, mais ils ont joué la prudence maximale et ont attendu le dernier moment pour être sûrs de pouvoir enfin tweeter la bonne nouvelle, explique ici Le Parisien. Pour Le Figaro, cela met fin à 3 ans et demi de cauchemar pour les 2 enseignants français. Le Figaro qui revient sur le calvaire sur le calvaire vécu par les 2 Français dans les geôles de Téhéran, dans la tristement célèbre prison d'Evin. Cette libération annoncée aussi, Damien, est une bonne nouvelle pour la diplomatie française, c'est-à-dire ici dans le journal quotidien, Le Progrès. Selon cet expert en relations iraniennes, à terme, il n'y aura plus d'otages français en Iran, même s'il faut rester encore prudent, et si les Jacques Kohler ne sont pas encore totalement libérés, mais à terme, ce sera une épine de moins dans les relations entre la France et l'Iran, selon cet expert. En revanche, une grosse épine dont se serait bien passé la mairie de Paris. L'entreprise ultra fast fashion Shein ouvre donc son premier magasin aujourd'hui dans la capitale française, dans la célèbre enseigne BHV, et ce, en dépit de multiples critiques. Effectivement, le géant chinois est décrié pour sa politique ultra vestimentaire à très bas coût et surtout, Damien, pour son empreinte carbone totalement démesurée. Mais si Shein s'implante pour la première fois en France, nous dit la Croix, c'est parce qu'il y a une demande où l'abondance à bas prix fait la loi. Même son de cloche du côté du Figaro, Shein est peut-être anti-moral, anti-écologiste et peu respectueux des normes européennes. Mais si Shein s'implante aujourd'hui en France, Paris et la France n'y peuvent rien, explique ici le journal Le Figaro. Et si cela est possible, Damien, c'est grâce, ou plutôt c'est dû à cet homme qu'on voit ici, je vous agrandis sa photo, Frédéric Marlin, le patron donc du magasin BHV, un jeune loup aux dents longues pris dans la tempête Shein. Frédéric Marlin qui est croqué ici par le quotidien Le Progrès de Lyon, d'où il est originaire, un homme bien décidé à tracer sa route
en dépit des tempêtes. Regardez ici ce que dit Libération. C'est un jeune patron, maître de la com et de la provoque. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'encore tout récemment, eh bien, il a fait publier une immense affiche publicitaire sur la devanture de son propre magasin. On le voit ici, je vous agrandis la photo, aux côtés du patron de Shein, avec ce sous-titre « L'affiche qu'on n'aurait pas dû faire ». Prenez-le comme vous voulez. Avant de se quitter, vous revenez, Julien, sur le Goncourt 2025, attribué hier à Laurent Mauvigné, un lauréat salué par toute la presse française. Effectivement, regardez, c'est ici dans Libération, la méthode Mauvigné, enfin récompensée par le Goncourt. L'écrivain de la Maison Vide salué, longtemps respecté, mais jamais récompensé par les plus prestigieux prix littéraires français. C'est désormais chose faite avec ce 10e ouvrage, La Maison Vide, récit d'une famille sur plusieurs générations, peut-être un pavé de 800 pages, mais qui se lit comme un thriller, nous dit Le Quotidien, et d'ores et déjà un grand concours pour toute la presse française. Merci beaucoup, Julien. Allez, toute autre chose, je vous propose de poursuivre.